La Terre, il y a 450 millions d'années. Un univers marin florissant, rempli de créatures étranges et étonnantes. Un paradis océanique. Mais des confins de l'espace, un tueur se dirige droit sur elle. L'histoire de la Terre est parsemée d'événements catastrophiques ayant causé de nombreuses extinctions massives. Mais chaque fois que l'anéantissement semblait inévitable, la nature a su récupérer de façon remarquable. Ces extinctions massives font partie de notre passé et elles pourraient faire partie de notre avenir. Qui survivra et qui disparaîtra? La réponse pourrait vous surprendre. Assistez maintenant à la première extinction massive de l'histoire de notre planète. Apocalypse Animal présente les rayons de la mort. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Charles Darwin, 1859. La première extinction massive sur Terre débute il y a 1 demi-milliard d'années, longtemps avant l'apparition de l'homme et même longtemps avant l'apparition des dinosaures. Une théorie controversée suggère que ce cataclysme aurait débuté à 6000 années-lumière de la Terre. Dans la Voie lactée, une étoile en fin de vie explose et se transforme en supernova. De puissants faisceaux d'énergie jaillissent alors de ses pôles. Il s'agit d'un sursaut gamma. Ces explosions sont considérées comme les plus puissantes de l'univers. Ce souffle d'une dizaine de secondes contient plus d'énergie que 1000 soleils. Les rayons mortels traversent le cosmos à la vitesse de la lumière en direction d'une petite planète bleue, la Terre. Si on était suffisamment proche, ça soufflerait toute l'atmosphère de la planète. On serait assis par une belle journée et soudain, bang! L'air s'envolerait littéralement dans l'espace. Comme rien dans l'univers n'est plus destructeur qu'un sursaut gamma, si un tel événement se produisait à peu de distance de la Terre, aucune forme de vie ne pourrait lui survivre. Toute la surface de la planète serait complètement carbonisée. Rien ne survivrait. Personne ne sait vraiment ce qui a causé cette extinction massive. La théorie du sursaut gamma est fascinante. Si elle est fondée, alors le compte à rebours de l'extinction massive est enclenché. À des milliers d'années-lumière de ces puissants rayons mortels, la Terre suit paisiblement son orbite autour du Soleil, ignorant tout de la catastrophe imminente. Voici un aperçu de la Terre il y a 450 millions d'années, lors de la période ordovicienne, un monde bien différent du nôtre. Les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui font encore partie de différentes masses continentales. Le Gondwana comprend l'Australie, l'Afrique, l'Europe méridionale, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Quelques fragments de l'Amérique du Nord, de l'Europe septentrionale et occidentale sont concentrés à l'équateur. La planète jouit alors d'un climat chaud et humide. Le niveau de la mer s'élève à une centaine de mètres au-dessus des valeurs actuelles. L'immense océan Pantalassa recouvre la majeure partie de l'hémisphère nord. Les États-Unis sont en grande partie recouverts par des mers peu profondes appelées mers épicontinentales. Les mers épicontinentales sont des mers qui recouvrent une partie du continent. À l'époque ordovicienne, le niveau de la mer était plus élevé et l'océan recouvrait la majeure partie de notre continent. La surface de cet univers ressemble davantage à Vénus qu'à la Terre actuelle. Le niveau d'oxygène est si bas
que n'importe quel animal aurait du mal à respirer. À l'époque ordovicienne, les concentrations d'oxygène étaient telles qu'une simple promenade sur la plage aurait été exténuante pour un être humain. La terre ferme était déserte. Elle ressemblait à un endroit comme Death Valley, un endroit sans végétation et sans animaux, un lieu très silencieux. On n'y entendait aucun son associé aux animaux, aucun chant d'oiseaux ou bruit d'insectes. Il n'y avait rien de tout ça à l'époque ordovicienne. La terre ferme est peut-être déserte, mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Ce riche paysage marin se transformera un jour en un désert sur lequel on érigera Las Vegas. Pour l'instant, c'est un milieu fort animé, un vaste récif corallien grouillant d'habitants bizarres. Les gens ont tendance à dire « il y a 500 millions d'années, ça devait être désert ». Mais c'est faux. Ça grouillait de vie, mais d'une vie différente d'aujourd'hui. Les océans étaient remplis d'organismes vivants. Il y en avait dans les colonnes d'eau, dans les sédiments, sur les sédiments. La majeure partie de l'ouest des États-Unis était un habitat marin peu profond. Quant au centre des États-Unis, il formait un habitat bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Des récifs comme celui-ci recouvrent le globe. Leurs eaux chaudes, éclairées par le soleil, constituent un milieu idéal pour les différentes formes de vie qui se développent rapidement sur la planète. Le long de ces récifs, des trilobites de 60 cm de long sont à la recherche de nourriture. Parents des fourmis actuelles, ces créatures assidues nettoient le fond océanique, engloutissant presque tout ce qu'elles trouvent. Qu'il s'agisse de plancton mort, de bouts d'algues ou de déchets animaux. Les trilobites partagent leur territoire avec un nouveau venu, l'Astraspis, l'une des quelques rares espèces de poissons primitifs alors présents sur Terre. Mesurant à peine 15 cm, cette petite créature tiendrait dans la paume d'une main. Mais cet animal possède une caractéristique encore jamais vue sur Terre, une colonne vertébrale primitive. Des fossiles d'Astraspis découverts au début du XXe siècle révèlent la présence d'une enveloppe fibreuse le long de son dos destinée à protéger sa moelle épinière. Le corps humain possède exactement la même structure. Difficile à croire, mais cette humble créature est l'ancêtre de tous les vertébrés. Qu'il s'agisse des oiseaux, des reptiles, des mammifères ou de l'homme. Notre existence dépend entièrement de la survie de cette espèce. Et jusqu'ici, ses chances semblent bien minces. À bien des égards, ces créatures n'étaient pas très performantes. Ce n'étaient pas des prédateurs. Elles ne se nourrissaient que d'écume, de microbes et d'algues. C'étaient plutôt des proies. À l'autre extrémité de la chaîne alimentaire, un super prédateur règne sur les océans. Un tueur sans pitié craint de tous. Le nautiloïde à coquille droite. Il s'agissait de carnivores. Ils mangeaient de la viande et ils en voulaient toujours plus. Imaginez l'animal qui se retrouvait face à un nautiloïde de plus de 3,5 mètres. Il avait beau essayer de fuir, s'il l'attrapait, il le dévorait. À l'image du grand requin blanc, le nautiloïde est une machine à tuer parfaitement conçue. Mesurant jusqu'à 6 mètres de long et doté d'un appétit insatiable. Sa coquille droite cloisonnée remplie d'air assure la flottabilité de cette créature de 130 kilos. Le nautiloïde se déplace en aspirant de l'eau et en la rejetant à travers un petit tube musculaire situé à la base de la coquille. Il s'agit de la version ordovicienne d'un turboréacteur, doublé d'un effet étrange. En effet, les nautiloïdes nagent beaucoup mieux à reculons. Ils possèdent un système de propulsion à réaction. Ils ne nagent pas de façon fluide comme un poisson, mais de façon saccadée. Ils nagent, nagent, nagent. Si vous êtes dans l'eau avec un nautiloïde et que vous apercevez le derrière de sa coquille, vous devez le contourner pour voir sa tête et ses tentacules, car il se déplace à reculons. Bien que le nautiloïde règne en maître absolu,
il possède un rival. Un énorme scorpion de mer appelé Euryptéride qui lui dispute les meilleures zones pour se nourrir. Aussi repoussants et hideux que soient les scorpions de terre, ils n'arrivent pas à la cheville des scorpions de mer côté agressivité. Ces créatures étaient énormes. Certains de ces monstres devaient peser entre 90 et 130 kilos. Ce sont les plus grands anthropodes ayant jamais existé. Les euryptérides sont gigantesques. Certains mesurent près de 2 mètres et pèsent autant qu'un joueur de ligne de la NFL. Leurs pinces, appelées chélicères, sont couvertes d'épines hérissées. Leurs pattes arrière aplaties font office de palme et leur permettent de se propulser dans l'eau. Une confrontation entre un euryptéride et un nautiloïde ressemble à une lutte à mort tout droit sortie d'une œuvre de science-fiction. Je suis sûr que ce genre de combat attirait les foules. Je donnerais tout pour voir un euryptéride s'en prendre à un nautiloïde. Mais tout est sur le point de changer. À tout jamais. Les rayons mortels ont déjà pénétré dans notre système solaire et traversé la ceinture d'astéroïdes. Il est si rare qu'un sursaut gamma frappe la Terre que les scientifiques évaluent que cela ne se produit qu'une fois toutes les 500 millions d'années. Celui-ci frappera avant que le jour ne s'achève. La mort est certaine pour qui naît, et certaine est la naissance pour qui meurt. La Bhagavad Gita, 500 ans avant Jésus-Christ. L'heure H est arrivée. Le sursaut gamma frappe de plein fouet les couches supérieures de l'atmosphère. Mais il est aussi violent qu'il est magnifique. Les rayons mortels font voler en éclats les molécules d'air, pulvérisant l'atmosphère. Imaginez les arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie. Si vous faisiez exploser toutes ces bombes simultanément, l'énergie qu'elles dégageraient n'équivaudrait qu'à une goutte d'eau dans la mer comparée à la quantité d'énergie libérée par un sursaut gamma. À peine 10 secondes après avoir débuté, le jeu de lumière fait place à un calme inquiétant. Bien qu'il fasse grand jour, une étrange étoile compagnon apparaît à côté du Soleil. Il s'agit des braises incandescentes de la supernova. Cette nouvelle lumière scintillera pendant quelques mois dans le ciel, puis elle disparaîtra. Puisqu'il n'y a aucun animal sur la terre ferme, le jeu de lumière passe inaperçu. Ce spectacle grandiose s'est déroulé sans public. La vie semble reprendre son cours normal. Mais l'avenir de chaque espèce vivant aujourd'hui, du plus petit insecte jusqu'à la race humaine, ne tient maintenant plus qu'à un fil. « 24 heures se sont écoulées depuis le sursaut gamma. L'extinction débute au niveau microscopique. Dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, les rayons gamma ont détruit 30% de la couche d'ozone. Les rayons ultraviolets émis par le Soleil peuvent maintenant pénétrer à flot. La luminosité est insupportable. Elle est 50 fois plus intense que dans le désert du Sahara. Disons que si un sursaut gamma frappait la planète, tous les salons de bronzage fermeraient, ils deviendraient inutiles.
Tout ce qui se trouve sur la Terre serait carbonisé. Invisible à l'œil nu, le plancton de la planète, composé d'animaux et de végétaux microscopiques flottant à la surface des océans, est le premier à en ressentir les effets. Quand on observe une goutte d'eau de mer au microscope, on voit toutes sortes d'organismes minuscules grouillés sur la lame de verre. Or, les bestioles plus grosses se nourrissent de ces micro-organismes. Le Soleil, source de vie, brûle à mort la majorité de ces organismes, décimant ainsi la base de la chaîne alimentaire. Si vous déséquilibrez le phytoplancton, cela aura un effet immédiat sur les animaux qui s'en nourrissent. La plupart de ceux-ci sont de très petites bêtes. Il s'agit souvent d'arthropodes. Le manque de nourriture s'ajoute maintenant au soleil ardent et cause des ravages parmi les espèces qui se nourrissent de plancton. L'eau de surface est la pouponnière de plusieurs espèces de trilobites, mais leurs larves ne peuvent survivre aux ardents rayons UV. Tout comme lors de l'explosion d'une bombe atomique, la radiation demeure invisible. On ne la voit pas. On tombe malade, mais on ignore pourquoi. C'est simplement dans l'air. La mort d'un grand nombre de coraux et d'animaux provoque l'effondrement de la chaîne alimentaire. Ces maillons s'écroulent comme une série de dominos. La force des rayons ultraviolets est plus intense dans les tropiques. Les récifs coralliens commencent à dépérir. La catastrophe s'étend de plus en plus. Presque partout sur le globe, les récifs coralliens meurent de faim. Les ravages se répercutent à tous les animaux de la chaîne alimentaire. De plus en plus d'animaux souffrent de la faim. Plus les semaines s'écoulent, plus la destruction des récifs coralliens s'accentue. Le corail est bien sûr un animal, mais il est aussi constitué de végétaux microscopiques localisés dans son endoderme, appelés zooxanthelles. S'ils sortent de l'endoderme et abandonnent le corail, ce dernier commencera rapidement à blanchir. Bien que 3 mois à peine se soient écoulés, les effets des rayons mortels se font sentir de tous côtés. La saison des amours bat son plein chez les nautiloïdes à coquilles spiralées. La taille des cousins des nautiloïdes à coquilles droites ne dépasse guère la largeur d'une main. Mais leur coquille spiralée leur permet de se déplacer beaucoup plus facilement que le nautiloïde droit. Les rituels d'accouplement importent plus que jamais. La survie de l'espèce entière est en jeu. La femelle choisit un mâle. Plus sa coquille est colorée, plus elle le trouve irrésistible. La reproduction a joué un grand rôle dans la survie des espèces. Le mode de reproduction d'une espèce a probablement eu autant à voir avec sa survie que son mode de vie. Le monde s'écroule autour d'elle, mais elle est bien décidée à assurer l'avenir de sa progéniture. Ses œufs devraient éclore dans 8 mois. Seul le temps dira si les efforts de cette mère sont inutiles. La base de la chaîne alimentaire étant décimée, la famine s'accroît, provoquant la mort prématurée des plus faibles. Dans la région aujourd'hui occupée par le sud du Mexique, les euryptérides ont recours à des moyens hors de l'ordinaire pour survivre. En temps normal, les astraspices, ces poissons cuirassés, n'auraient aucun intérêt à leurs yeux. Mais maintenant qu'ils sont affamés, les euryptérides bondissent sur tout ce qu'ils trouvent. Même sur les cadavres des nautiloïdes. Les grands carnivores qui se nourrissent d'animaux vivants et de carcasses ont été les derniers à en ressentir les effets. Mais avec le temps, ils mourront à leur tour, car le déséquilibre de la chaîne alimentaire a un impact sur tout l'écosystème. Là où se trouve aujourd'hui la côte atlantique de l'Amérique du Nord, les gigantesques nautiloïdes à coquille droite abandonnent les récifs agonisants à la recherche de nourriture. Ils se dirigent vers les eaux saumâtres.
Mais il s'agit du territoire des euryptérides. L'arrivée dans ces eaux de nautiloïdes à la recherche de nourriture ravive l'ancienne lutte de pouvoir les opposant aux euryptérides. Il s'agit peut-être du territoire des euryptérides, mais le sort favorise encore les animaux les plus imposants. Les nautiloïdes se régalent. Seuls quelques euryptérides parviennent à s'échapper. Mais la famine n'épargne personne, pas même les plus puissants. L'étude des extinctions massives demeure l'un des domaines les plus controversés de la paléontologie. La rareté des fossiles, les éléments de preuve contradictoires et le fait que les causes de ces désastres soient difficilement vérifiables alimentent le débat. Comment les scientifiques peuvent-ils être sûrs qu'il y a eu des extinctions massives dans le passé? La Terre elle-même détient la clé. Quand les géologues ont commencé à s'intéresser aux fossiles pour la première fois, ils ont constaté que certains fossiles étaient présents dans une couche rocheuse spécifique, alors qu'ils ne l'étaient pas dans les couches supérieures. Et dans certaines strates, il y avait une disparition massive. Ces géologues ont ainsi découvert le premier signe d'une extinction massive. Ils parcourent les formations rocheuses partout sur le globe à la recherche d'indices sur la vraie nature de ces catastrophes épiques. Dans les déserts de l'Ouest américain, les éperons rocheux qui formaient jadis le fond océanique à l'époque de l'Ordovicien contiennent des milliers d'animaux fossilisés. Ces formations rocheuses sont en quelque sorte le compte-rendu de l'extinction survenue lors de l'Ordovicien. Ces fossiles sont brisés. Ils ont traversé une tempête et c'est ce qui les a mis en pièces et rendu l'étude de ces couches rocheuses beaucoup plus difficile. C'est joli car on aperçoit un grand nombre de fossiles. Celui-ci contient des coraux rugueux solitaires, des coraux cornés. Ces petits cercles avec un trou au centre sont les pédoncules des crinoïdes. Les crinoïdes sont ces animaux qui vivaient fixés au fond marin. Il s'agissait d'échinodermes, tout comme les étoiles de mer. Ces brachiopodes étaient des bivalves d'un groupe différent de celui des mollusques et des mys. Ils constituaient l'un des groupes dominants de l'Ordovicien. C'est ici que les scientifiques éclaircissent les mystères entourant les extinctions massives. Selon une théorie controversée, mais fascinante, un sursaut gamma engendré par une supernova voisine a provoqué la première extinction massive sur notre planète. Ces rayons mortels ont déclenché une réaction en chaîne mettant en péril toute forme de vie. 8 mois après le début de la catastrophe, le monde a radicalement changé. Les molécules de l'atmosphère terrestre détruites par les rayons tourbillonnent autour du globe, formant un mélange de gaz toxiques. Les atomes se réalignent et forment du dioxyde d'azote, ce gaz brun nocif que nous appelons aujourd'hui smog. Cette épaisse couverture d'air putride masque la moitié des rayons solaires. Les températures chutent de plus de 5 degrés Celsius. En Europe septentrionale, la baisse de la température de l'eau ne signifie rien de bon pour les nautiloïdes à coquilles spiralées. Leurs œufs, pondus quelques mois auparavant, ne se développent pas normalement. La température plus fraîche de l'eau a ralenti le développement des embryons. Les bactéries affamées en ont alors profité pour passer à l'attaque et les dévorer. L'espèce est menacée. Les organismes sont adaptés à leur environnement. Quand cet environnement change, ils ont des ennuis. S'ils changent radicalement, ils meurent. S'ils ne changent qu'un peu, ils survivront, mais ils ne se reproduiront pas. Les quelques nautiles qui voient le jour se retrouvent dans un monde dur et sans pitié. Ils passeront la majeure partie de leur courte existence à chercher désespérément de la nourriture.
Malgré tout, ils s'en sortent mieux que d'autres espèces. Leur robuste coquille en spirale leur permet de vivre en eau plus profonde, à l'abri des pires effets du refroidissement planétaire. 10 ans se sont écoulés depuis le sursaut gamma. Dans le sud du Mexique, le changement est drastique. La température de ce récif a chuté de plus de 10 degrés Celsius, accélérant le déclin de la chaîne alimentaire. Cet habitat jadis plein de vie s'est transformé en un triste cimetière. Lorsque les températures ont chuté, les animaux capables de se déplacer l'ont fait. Mais plusieurs animaux de l'Ordovicien ne pouvaient pas se déplacer. Ces créatures étaient fixes. On parle des coraux, des brachiopodes, des éponges. Ils restent toujours au même endroit, pour le meilleur et pour le pire. La situation a empiré et ces animaux n'ont pas survécu. Les coquilles des polypes qui forment un récif corallien sont constituées de carbonate de calcium. Or, physiologiquement, il est plus difficile de sécréter du carbonate de calcium en eau froide. Les eaux plus froides ont donc nui à ces organismes. Ils n'arrivaient plus à sécréter autant de carbonate de calcium et cela a entraîné la mort des récifs. Voici un autre effet catastrophique du refroidissement planétaire. Des conditions atmosphériques imprévisibles et dévastatrices. Le climat jusque-là incroyablement stable ne l'est plus du tout. Pour la première fois depuis des millions d'années, la température oscille d'un extrême à l'autre, créant de puissants courants océaniques qui, à leur tour, provoquent davantage de tempêtes. Un tsunami balaie sans fin la planète. Les animaux affaiblis sont projetés contre les rochers. Ceux qui en ont encore la force cherchent à s'abriter loin des eaux de surface agitées. Ils ont pensé qu'une façon de s'en sortir était d'aller dans des eaux plus profondes. Leur instinct les a sans doute poussés à croire qu'ils y seraient plus en sécurité. Des hordes de nautiloïdes à coquille droite ont alors plongé dans les profondeurs. Mais cette plongée comporte des risques. La pression de l'eau est trop forte pour leur longue coquille droite. Ironie ultime, le plus grand prédateur de la planète en devient la victime. La coquille de son cousin, le nautiloïde à coquille spiralée, est plus robuste. Ce dernier peut donc attendre que passe la tempête dans des eaux plus profondes et plus calmes. De violents systèmes de tempête s'abattent sur la Terre. L'avenir s'annonce sombre. Les cadavres s'échouent sur les divers littoraux de la planète. Sans l'existence d'animaux terrestres pour dévorer leurs restes, leurs cadavres s'amoncellent par milliers, comme les victimes d'une guerre. 500 ans après que les rayons gamma aient frappé, un tiers des animaux ont disparu. Quant aux créatures qui luttent toujours pour survivre, il y a peu d'espoir. Toute forme de vie sur Terre est en voie d'extinction. « 150 000 ans après que les rayons mortels ont frappé, la vie sur Terre est sans dessus-dessous. Les quelques espèces survivantes sont constamment affamées. Les nautiloïdes, autrefois les maîtres de l'océan, les épaulards de l'Ordovicien, sont maintenant malades et faibles. Leur univers s'est complètement transformé. Année après année, la planète se refroidit de plus en plus.
S'amorce ainsi une nouvelle période glaciaire. La neige s'accumule au pôle sud. Au cours des siècles, elle se compacte en solides nappes de glace. Au Gondwana, un supercontinent situé au pôle sud, d'immenses glaciers d'une épaisseur de plus d'1,5 km progressent lentement vers le nord. En pleine expansion, les glaciers pompent de grandes quantités d'eau océanique, faisant chuter le niveau de la mer de près de 60 mètres. L'eau s'est retirée des océans, le niveau de la mer a alors chuté. Plus la glace se formait, plus le niveau de la mer baissait. Cela a eu pour effet d'assécher les bras de mer peu profonds. Les organismes qui y vivaient ont ainsi perdu leur habitat et sont morts. La disparition des hauts fonds décime davantage d'organismes vivants que le sursaut gamma. En un sens, c'est le contraire de ce qui nous inquiète aujourd'hui. En ce moment, on craint que les glaciers ne fondent et que les flots ne submergent la Floride, Manhattan ainsi que toutes les basses terres. Mais dans ce cas-ci, il s'agit du contraire. Lorsque l'eau se retrouve enfermée dans ces immenses glaciers, de grands pans de continents émergent. Surprise! En cette nouvelle période glaciaire, certains animaux se révèlent très résistants. Notre ancêtre, l'Astraspis, suit les eaux qui descendent. Ce vertébré primitif supporte beaucoup mieux l'eau froide que d'autres créatures marines. Mais par-dessus tout, il doit sa survie au fait qu'il ne joue pas les fins palais. Il mange tout ce qu'il trouve, sans distinction. Ceux qui étaient difficiles côté nourriture avaient des ennuis. Il fallait sans doute manger presque n'importe quoi pour survivre à une telle crise alimentaire. Les carnivores qui voyaient leur proie disparaître étaient voués à l'extinction. Les Astraspis s'adaptent et vont même jusqu'à prospérer malgré l'épreuve. Et bien vite, une nouvelle variété de poissons se développe. Chez cette nouvelle espèce, les os et les muscles formant le premier arc branchial ont une nouvelle fonction. Ils trient et font descendre de grandes particules de nourriture dans la gorge. Chaque mâchoire de l'univers des vertébrés, qu'elles servent à ruminer, à déchiqueter une proie, ou plus simplement à parler, est le fruit de cette remarquable adaptation. Un autre animal tient bon. Il s'agit de l'Euryptéride. Ce prédateur a lui aussi suivi les eaux qui descendaient et a survécu en remplaçant le nautiloïde dans la chaîne alimentaire. Le secret de sa survie tient au fait qu'étant de taille moitié moins grande que le nautiloïde, l'Euryptéride n'a pas un appétit aussi grand. Sur tous les littoraux de la planète, la baisse du niveau de la mer crée d'étranges paysages. Les squelettes des récifs coralliens se dressent à la surface de l'eau. Là où jadis les nautiloïdes à coquilles droites régnaient, une poignée de survivants épuisés écument les eaux désertes à la recherche d'un morceau de nourriture. Un grand nombre d'organismes ont une faible capacité d'adaptation. Tout refroidissement équivaut à un arrêt de mort, surtout pour les espèces tropicales. Refroidissez l'archipel de Hawaï pendant 3 mois, puis regardez combien de végétaux auront survécu. Alors que les glaciers avancent vers les régions subtropicales, d'immenses icebergs font leur apparition. Sous la surface, ils menacent de tout détruire sur leur passage. Ces montagnes de glace cheminent vers l'équateur, percutant au passage des coraux âgés de milliers d'années. Les ravages sont énormes. « 250 000 ans après le début de l'extinction, le niveau de la mer continue de baisser. Des milliers de kilomètres carrés d'habitats marins sont alors exposés aux dures conditions météo régnant à la surface du globe. Le soleil, le vent et la pluie érodent les récifs, les transformant en immenses déserts.
D'année en année, l'océan se retire de plus en plus, confinant toute forme de vie dans des habitats de plus en plus petits. Il s'agit d'une migration forcée. Rien ne dit que l'endroit où migrent ces organismes leur conviendra mieux. La température de l'eau et les courants océaniques ont changé. De tropical, le climat devient tempéré, puis tout à fait glacial. Tout cela a contribué à l'extinction. L'explosion d'une supernova a causé de grands ravages sur la planète Terre. Mais cette extinction massive n'est pas encore terminée. N'est-il pas absolument inévitable que toute chose soit enfin absorbée par la mort? Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ. 550 000 ans se sont écoulés depuis le sursaut gamma. Les conditions glaciales ont anéanti les 2/3 des animaux de la planète. Puis, la température rebondit. Les glaciers fondent. Les espèces ayant survécu à la période glaciaire doivent à nouveau affronter une brusque modification de leur environnement. Comme toujours, le hasard joue un grand rôle dans la survie d'une espèce. Lorsqu'on observe l'extinction survenue lors de l'Ordovicien, on remarque que plus une espèce est répandue sur le globe, meilleures sont ses chances. Si une même espèce se retrouve sur 5 ou 6 continents, il est fort probable qu'elle survivra. Si elle ne se retrouve que sur un continent, il y a peu de chances qu'elle survive. Les nautiloïdes droits font un retour surprenant, mais ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Alors que leur taille pouvait auparavant atteindre plus de 6 mètres, elle n'en fait plus que 3. Ils sont beaucoup plus faibles que leurs ancêtres et vivent sous la menace constante d'une attaque. Contrairement aux nautiloïdes, anciens rois de l'océan, l'Euryptéride s'en est bien sorti. Les rôles du prédateur et de la proie sont maintenant inversés. L'océan devient le théâtre de massacres sanglants. Mais cette fois, c'est l'Euryptéride qui règne en roi et maître. Dans ce monde en mutation, les scorpions de mer adoptent un nouveau comportement étrange. Une fois leur proie tuée, ils traînent sa carcasse vers le rivage. Certains d'entre eux vont même jusqu'à s'aventurer sur la terre ferme. Il est possible que les changements du niveau de la mer aient accéléré l'évolution des phyllotrachées ou lamelles pulmonaires. À l'intérieur de l'abdomen d'un euryptéride se trouvent des poches d'air empilées ressemblant à des feuillets. Le sang du scorpion circule à travers ce tissu pour extraire l'oxygène. Une adaptation étonnante née du désir de survivre. On peut comparer une extinction massive au fait de déverser de l'engrais sur un jardin fraîchement désherbé. Bien des trucs vont repousser, certains auxquels vous vous attendiez et d'autres complètement nouveaux. Si cette extinction massive n'avait pas eu lieu, les espèces animales et végétales qui existent aujourd'hui seraient tout autres. Mais dans les mêmes eaux, un autre trait évolutif remarquable fait son apparition. Une petite poignée de poissons, parents des astraspices, ont développé une caractéristique unique. Une mâchoire articulée. Il s'agit d'acanthodiens. Ils se pressent partout où se trouve une carcasse. Leur nouvelle caractéristique physique leur permet de grignoter la chair de leur proie plutôt que d'avoir à attendre de gober les morceaux de nourriture flottant dans l'eau. De leur début modeste où ils suçaient des algues, les poissons s'élèvent maintenant dans la chaîne alimentaire. L'extinction massive transforme les gagnants en perdants, les proies en prédateurs. Les rôles changent, mais le cycle de la vie et de la mort se perpétue. La vie ne s'arrêtera pas. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. L'Ecclésiaste, 3e siècle avant Jésus-Christ.
700 000 ans se sont écoulés depuis que des rayons mortels cosmiques ont déclenché la première extinction massive. La planète semble être en train de se débarrasser des effets de cette catastrophe. La Terre émerge de son sommeil glacial. Mais les victimes sont nombreuses. Les récifs se trouvant en eau peu profonde ont été durement touchés. Règle générale, les récifs sont durement touchés lors d'une extinction massive. Les organismes récifaux sont plus sensibles aux changements environnementaux. Ils s'adaptent difficilement à un environnement différent. Plus de 70% de toutes les espèces ont disparu à tout jamais. Si on dit que les scientifiques ont décrit environ 1 million d'espèces, 70% de ce nombre équivaut à 700 000 espèces qui disparaissent dans un laps de temps relativement court. Mais la Terre est incroyablement résistante. Et la vie croît à nouveau. Au cours du prochain chapitre de l'histoire de la Terre, appelé le Silurien, de nouvelles espèces étonnantes repeupleront les océans vides. 3 millions d'années se sont écoulées depuis le sursaut gamma. La Terre retrouve un climat tropical. Le niveau de la mer s'élève, resteront de grandes étendues d'habitats marins en eau peu profonde. De nouveaux animaux bizarres se développent, aux côtés des créatures ayant survécu à l'extinction. Les effets de l'extinction survenue lors de l'Ordovicien sont intéressants. Si on considère cet événement du point de vue des changements écologiques, cette extinction, comparée aux 4 autres, est probablement celle qui a eu le moins d'impact. Plusieurs animaux ont disparu, mais tout autant d'organismes différents se sont développés par la suite. En pleine mer, les poissons à mâchoires, comme les acanthodiens, nagent aux côtés de leurs cousins sans mâchoires et plus primitifs, les astraspices. Ils commencent même à envahir les étendues d'eau douce des différents continents. Jadis une forme de vie modeste et peu répandue, les poissons envahissent la planète. Tous les poissons vivants aujourd'hui, qu'il s'agisse des poissons-chats, des espadons, des vairons ou des requins, descendent de ces poissons primitifs. Les siècles passent et de nouvelles variétés de ces remarquables créatures s'étendent d'un pôle à l'autre, ignorant tout des souffrances de leurs ancêtres et de la fragilité de leur univers. De nouveaux prédateurs redoutables les attendent dans ces habitats, y compris un super euryptéride, le Pterigotus. Sans la présence de nautiloïdes de grande taille pour réduire leur nombre, les scorpions de mer ont évolué et sont devenus d'énormes monstres. De la taille d'un crocodile, le Pterigotus est le prédateur le plus redouté du début du Silurien. Ses pinces étaient prolongées par des aiguillons qui lui permettaient d'attraper plus facilement ses proies, de les éviscérer ou de déchiqueter leur chair. Ses mâchoires étaient énormes. Il nageait sans doute assez vite, mais sa taille gigantesque restait sa caractéristique la plus inquiétante. Les bancs de poissons étaient des victimes de choix pour ces créatures capables de foncer à une vitesse de 2,5 mètres par seconde. La survie des poissons tient à leur nombre. Se déplacer en banc leur permet de sauvegarder leur espèce tout en sacrifiant quelques individus. Durant la période silurienne, la vie continue de s'étendre dans de nouveaux habitats. Une fois de plus, la Terre bouillonne de vie. Lentement mais sûrement, différentes espèces animales envahissent et colonisent les océans de la planète. Notre planète a été le théâtre de plusieurs extinctions massives. Personne ne peut prédire quand surviendra la prochaine, mais aussi vrai que la nuit succède au jour et qu'une saison succède à une autre, la Terre sera à nouveau mise à l'épreuve.
Si un sursaut gamma venait à la frapper un jour, il n'y aurait aucun signe annonciateur. En fait, des rayons mortels sont peut-être déjà en route.